Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Chef économiste chez Natixis. Bon, ce matin dans l'actualité, on a, depuis hier soir, cette faillite retentissante quand même parce que c'est Thomas Cook. C'est 600 000 voyageurs dans le monde, vacanciers, qui se retrouvent plombés. C'est plus de 20 000 salariés. On se dit quoi pour analyser, encore une fois, ce défaut, cette faillite? C'est quand même le plus ancien tour opérateur du monde, 1841. On se dit quoi? On se dit c'est la concurrence avec les sites internet de voyage à bas coût. C'est le Brexit qui n'a pas aidé les vacanciers britanniques, anglais. C'est un quart de leurs clients, voilà, un peu frileux de bouger. Et puis il y a cette dette aussi, cette dette de 2 milliards, 1,7 milliard en livres sterling, 2 milliards en euros. Et là, c'est intéressant parce que si c'est la dette, ça veut dire que même à l'époque des taux bas, on peut encore faire faillite quand on a trop de dettes. Il y a les intérêts, mais il y a le capital aussi. Oui, alors je ne suis pas un spécialiste du dossier Thomas Cook. Il va falloir regarder plus dans les détails. Il y a plusieurs sujets. On a plein de problèmes apparemment d'un certain nombre de compagnies d'avions low cost. Qui ont l'air d'avoir toutes raté leur diversification dans le long courrier. Il y a un modèle qui est assez bien établi, c'est le moyen courrier sur petite distance qui marche bien. On a l'impression que le long courrier, par contre, ça ne réussit pas au low cost. C'est peut-être trop compliqué, trop de coûts, voilà, et moins de rotation d'avion. Ça, c'est un bout de l'activité de C'est Thomas Cook. un bout. Ensuite, évidemment, mais à nouveau, je ne connais pas les détails des comptes de Thomas Cook. Je ne sais pas si tout le monde, qui que ce soit, les a vraiment. Il y a évidemment la concurrence avec les formes plus modernes de réservation. Il y a Airbnb, et donc tout ce qui est traditionnel. C'est pas que la location ou les vacances. Regardez ce qui se passe dans la grande distribution. Il y a quand même des grandes difficultés de certains grands distributeurs aussi. Donc, on se dit qu'on est peut-être aussi dans un changement de modèle ici, qu'on va se débrouiller sur Internet sans passer par un intermédiaire. C'est la disparition des intermédiaires, qui est un sujet intéressant et beaucoup plus vaste. Si je peux, moi, par une plateforme, tout faire assez facilement, pourquoi je prends un intermédiaire? C'est vrai pour les vacances, mais c'est peut-être vrai pour la finance, pour l'assurance. Enfin, il y a plein de métiers peut-être où c'est le principe même de la blockchain après, qu'il n'y a plus d'intermédiaire, que tout se fait en bilatéral entre un acheteur et un vendeur. Donc peut-être c'est un premier saut, une première révélation de ce qu'on passe dans un monde où l'intermédiation devient quelque chose de beaucoup moins important et beaucoup moins rentable. Avec encore une fois des pertes, 1 milliard de dollars, quasiment 1,5 milliard de livres sterling de pertes pour 10 milliards au premier semestre, pour 10 milliards de chiffre d'affaires annuel. C'est problématique. Et sur la dette, encore une fois, on est à l'ère des taux zéro. On dit souvent que quand les taux sont à zéro, tout le monde est solvable. Non, mais tout le monde est solvable sur ses intérêts. Personne ne peut pas rembourser tout le monde peut rembourser ses intérêts. Évidemment, sauf qu'on rembourse du capital. Après, il faut rembourser du capital. Bah c'est très important quand vous faites l'analyse des préconisations, par exemple, de politique budgétaire dans un monde de taux d'intérêt zéro. Vous n'avez pas de problème de remboursement des intérêts. Donc, vous n'avez jamais une crise de solvabilité rapide. Mais ça n'empêche pas qu'à long terme, il faut rouler le capital. Donc, les taux d'intérêt zéro vous rendent solvable dans une perspective de court terme, quel que soit votre niveau d'endettement, mais ne vous dispensent pas de ne pas faire n'importe quoi avec votre endettement. Parce que si vous faites des dépenses qui ne génèrent jamais de revenus, de toute façon, vous ne pourrez pas rembourser le capital, le stock de votre endettement à terme. Donc, ça évite les crises de solvabilité habituelles qui sont tout d'un coup, je ne peux pas payer les intérêts sur ma dette, ce qui est passé en 2007 aux États-Unis avec les subprimes. Mais ça n'évite pas. Oui, mais quand on rembourse en parallèle intérêt et capital. C'est pas en Oui, alors intérêt. ça dépend des crédits. Enfin, les États, eux, remboursent à la fin. Je pensais aux particuliers. Les particuliers, en général, c'est amortissable. Non, mais sur Thomas Cook, même si vous n'êtes pas un expert, Patrick, de Thomas Cook, l'idée d'avoir encore une fois une boîte qui avait 2 milliards d'euros de dette et qui implose, c'est pas l'arbre qui cache la forêt. Est-ce qu'on n'a pas d'autres boîtes qui sont maintenus en vie parce que, parce que les taux sont bas et qui un jour se retrouvent à poil? On a dans l'OCDE, très précisément ce mois-ci, 12,5% d'entreprises zombies. C'est-à-dire des entreprises qui ne survivent que parce que les taux d'intérêt sont nuls. C'est pas le cas de Thomas Cook. Je ne sais pas. Moi, je veux dire, à nouveau, je n'ai pas regardé les bilans et les comptes d'exploitation de Thomas Cook. Donc, je dis simplement qu'on a effectivement, on était d'habitude, il y a une dizaine d'années, à 4-5% de zombies. Aujourd'hui, on en a 12-13%. C'est des zombies, c'est des entreprises pour lesquelles on calcule que si les taux d'intérêt se normalisaient, elles ne survivraient pas. Et donc, on est bien en train de regarder les paiements d'intérêt.
Mais évidemment, un des inconvénients des taux d'intérêt bas, c'est bien sûr que on fait apparaître cette catégorie d'entreprises qui devrait disparaître parce qu'elle est technologiquement dépassée et qui survit de nombreuses années grâce aux taux d'intérêt bas. Bon, est-ce que la guerre commerciale ou pas d'ailleurs a une influence sur le défaut et la faillite Thomas Cook? Je ne sais pas, mais peut-être que ça n'aide pas les incertitudes géopolitiques. On a Trump qui vient d'affirmer, c'était vendredi soir, qu'il n'avait pas besoin d'un accord avec les Chinois en vue, dans l'optique, encore une fois, de sa possible, en tout cas de l'élection présidentielle de 2020. C'est vraiment le cas ou pas? Parce que c'est vrai que tant que la croissance américaine, ce qui semble être le cas au troisième trimestre, reste autour des 2% de croissance, on se dit qu'il a raison. Oui, alors pour l'instant, honnêtement, il faut une très grosse loupe pour exhiber des effets négatifs sur la croissance américaine des décisions de Trump. Certes, il y a une forte baisse des exportations des États-Unis vers la Chine, Ouais. Mais quand vous regardez le commerce extérieur des États-Unis, il est quand même assez globalement sur sa tendance antérieure. Certes, il y a un ralentissement de l'investissement des entreprises, mais on est bien dans un cycle où l'industrie est en difficulté partout, y compris dans des pays qui ne sont ni les États-Unis ni la Chine. Et puis la consommation des ménages est forte. Et voilà. Donc moi, je pense que plutôt ce qui affecte aujourd'hui la croissance américaine, c'est qu'on arrive tout près du plein emploi. Et donc, on va s'habituer à des chiffres de l'emploi plus faibles, puisqu'il y aura de moins en moins d'Américains embauchés. Donc, on va vers ce que les économistes... Sauf ceux qui étaient en dehors du marché du travail. Oui, d'accord, mais il y en a plus. Ouais, mais il y en a, honnêtement, il n'en reste pas beaucoup. Tous les travaux qu'on a ont l'air de dire qu'il en reste assez peu. On est à 3, suivant les jours, 7 ou 8 de taux de chômage. Le taux de participation, c'est-à-dire la proportion des Américains, quand on le calcule bien, a quand même beaucoup monté déjà. On a l'impression qu'on arrive maintenant. Donc le temps joue, il a raison, le temps joue en sa faveur à Trump. Mais quand après, on voit finalement le faible impact pour l'instant si on pense que de la guerre commerciale sur la croissance si l'objectif est de stabiliser la croissance des États-Unis à 2%, c'est tout à fait faisable. C'est à peu près la croissance de long terme des États-Unis. Donc si Trump se contente de 2% cette année et 2% l'année prochaine pour être élu, c'est à peu près ce qui va se produire. La question, c'est qu'il a lui-même annoncé beaucoup plus que ça. C'est son administration autour de 3 et lui-même certains jours d'euphorie 4. Alors pour faire 3 ou 4, quand on est radicalement presque au plein emploi, il faut faire beaucoup d'autres choses. Par exemple, il faudrait que les entreprises américaines investissent énormément plus pour faire des gains de productivité beaucoup plus rapides. Et ça, on ne le voit pas se produire. Est-ce qu'elles ne font pas aussi du fait du cycle qui est très long, mais aussi du fait peut-être de la guerre commerciale qui pousse certains à la prudence en matière d'investissement? Les exportations, c'est 10% du PIB aux États-Unis. C'est une économie très fermée, les États-Unis. Alors, ce qui est déterminant aux États-Unis, il y a d'autres facteurs aux États-Unis. L'immobilier est quand même ralenti. On est aussi en fin de... Moi, je pense que profondément, on a une évolution cyclique. On a beaucoup acheté de maisons, on a beaucoup investi dans les entreprises, donc ceci ralentit. On a l'industrie qui mondialement va plus mal, que ce soit l'automobile, la chimie, les biens d'équipement. Ceci est assez fortement lié à la Chine d'ailleurs. Les importations de la Chine sont en croissance négative et ça n'a rien à voir avec Trump. C'est juste que la demande intérieure de produits industriels ou de matières premières en Chine est très très faible avec une économie qui devient une économie de service. Ça, c'est beaucoup plus important que Trump. Donc il a raison, pas Trump, de dire que finalement, il n'a pas besoin d'un accord en vue de sa possible réélection. Si on reste dans l'état actuel des droits de douane, il y a 100 milliards de dollars de droits de douane levés chaque année aux États-Unis. Ça fait un tout petit peu plus de 0,1% du PIB mondial. On ne peut pas attribuer à ça un ralentissement quelconque visible. Donc s'ils restent là et qu'ils ne les enlèvent pas, honnêtement, c'est un non-événement. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'ils se déchaînent 100% sur les Airbus, qui est une chose qui a été évoquée la semaine dernière aussi, qui remettent d'autres droits sur la Chine, ceux qu'il a suspendus pour l'instant. Mais si on reste à l'état actuel des droits de douane, c'est tout petit, quoi, je veux dire. Et à nouveau, ce qui ralentit la croissance mondiale aujourd'hui, il faut arrêter de dire que c'est les droits de douane de Trump. C'est l'incroyable changement du modèle économique chinois qui devient très très rapidement une économie de service, avec un recul de l'investissement, des achats de voitures, de la construction, de l'investissement des entreprises, un boom des services. Non, mais ça ralentit pas comme ça par magie. Ça se ralentit parce que très rapidement, l'économie chinoise bascule vers une économie très différente. Vous faites le lien entre les exports d'un côté, encore une fois, le marché automobile qui s'est retourné, encore une fois, 14 mois sur 15 de baisse, encore une fois, des ventes de voitures, même sur l'électrique. Oui, mais parce qu'il y a une totale saturation des besoins. Alors, je crois que la Chine, aujourd'hui, arrive au niveau de vie
où assez naturellement, son modèle économique se déplace. Les Chinois, je parle à mes amis chinois, ils consomment du restaurant, du loisir, du transport, des services divers, de la culture, et ils n'achètent pas de voiture. Donc on est dans une économie qui est devenue mature, et donc qui devient, les services croissent de 7% par an en Chine, hein, et l'industrie sans doute autour de 0 si on avait les vrais chiffres. Le chiffre officiel c'est 4. C'est sans doute un peu surestimé. Et donc, on a un déplacement très violent de la nature de l'économie chinoise qui s'occidentalise très fortement. Et du coup, cette économie de service, elle importe beaucoup moins que l'économie industrielle d'avant. Donc, quand on entend que la Chine est très affectée par la guerre commerciale, c'est pas ça. En même temps, on a quand même un essoufflement qui est palpable, ça on vient de le dire. Et puis, des autorités chinoises, on a vu le Premier ministre qui a dit, honnêtement, voilà, maintenir la croissance chinoise à 6%, ça va être très difficile. Oui, c'est pas Trump la question. La question, c'est que les gains de productivité sont de 4 et que la population active diminue avec le vieillissement. Donc c'est impossible de faire Donc la croissance potentielle de la Chine, c'est 3,5 ou 4. Ça n'a rien à voir avec Trump. La réalité, c'est que la croissance chinoise va, sans doute aujourd'hui, elle est déjà autour de 3%, je pense, et pas 6,2%. Et c'est normal. Donc la Chine est plus sous pression, vous écoutez, que les Américains, pour trouver un accord. Non, parce que vous avez la population active diminue en Chine. C'est un pays qui vieillit, ça vient le Japon. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de croissance en Chine. Ça fait aucun chômage. Donc ce n'est pas un drame que la Chine soit à 3... Il va falloir s'habituer, parce que dans la vraie vie, dans la réalité, la Chine croît entre 3 et 4% par an. Et c'est un pays... Ce qui ne serait pas un drame. C'est pas un drame, mais c'est pas possible de faire mieux. Enfin, je veux dire, ils ont la population en âge de travailler diminue avec l'enfant unique. Et ils font 4% de gain de productivité, ce qui est remarquable à ce niveau de vie. Il y a 10 000 $ par tête de revenus en Chine, et plus en parité de pouvoir d'achat. Donc ils font 4% de gain de productivité, la population en âge de travailler diminue un peu. En réalité, ils rentrent maintenant dans une décennie où ils vont faire entre 3 et 4% de croissance par an, sans aucune pression sur le chômage, puisque bien entendu, comme la population active diminue, il n'y a aucun problème de chômage. Ouais. Et ils n'ont absolument pas besoin de faire plus. Et comme cette économie en même temps devient tertiaire, c'est une économie qui va avoir beaucoup moins d'effets positifs sur le reste de l'économie mondiale qu'avant, puisqu'elle va être beaucoup moins importatrice. Et le driver pour les marchés, Patrick, c'est quand même, encore une fois, cette guerre commerciale qui, d'un côté, n'a pas d'effet pour l'instant sur la croissance américaine, et la Chine pas plus que ça, parce qu'il y a des drivers, là encore, qui sont plus structurels, liés au vieillissement. Il y a une transition d'un modèle plus tourné vers l'exportation, vers la consommation et les services. Donc, qui a le plus intérêt à signer un accord entre les deux? Et après, on passe à autre chose. Non, mais ils ont intérêt à ne pas laisser se dégrader la situation à partir d'aujourd'hui. Si on reste à nouveau sur les droits de douane qui sont aujourd'hui en place, on est sur quelque chose qui est du troisième ordre pour l'économie mondiale, dans la réalité. Il ne faudrait pas que ça dégénère à nouveau. Vous voyez, si ça se met à dégénérer, et ça peut être aussi le cas avec les Européens, parce qu'on a quand même la question de l'aviation. Et donc, mais aujourd'hui, à nouveau, 100 milliards de dollars de droits de douane aux États-Unis. Vous voyez, le PIB mondial, c'est 86 000 milliards de dollars. Quoi. Donc, c'est quelque chose qui est tout petit. Il faut quand même se rendre compte que ça ne peut pas avoir un effet significatif sur l'économie mondiale. Mais ça ne déstructure pas, ça ne déstabilise pas. Encore une fois, les boîtes et les multinationales qui se disent tiens, mais je vais peut-être moins investir là et je ne sais pas trop, je vais peut-être aller dans ce pays-là, limitrophe, pour ne pas avoir des droits de douane. Ce qu'il faut arrêter, c'est la perspective que ça devienne bien pire. S'il y avait un message disant voilà ce qu'on a, on l'a, mais il n'y aura pas rien d'autre, on passerait à autre chose. On arrêterait même d'en parler. Donc, ce qui inquiète, c'est la possibilité qu'il y ait un matin un tweet nous apprenant qu'il y a 50% de droits de douane sur les voitures européennes. Vous voyez, quelque chose de violent et d'imprévu. Si on nous disait, mais non, c'est 100 milliards de dollars et on s'arrête là, il n'y a rien d'autre, plus personne même ne parlerait de cette question. Ouais, en zone euro, ce qui inquiète, c'est l'imprévisibilité de la suite. C'est pas l'état des lieux aujourd'hui. Ouais, la zone euro, l'Europe étant beaucoup plus ouverte que l'Amérique, on souffre plus. On a eu ce matin les indicateurs d'activité PMI qui montrent, alors ils ne sont pas bons, à la fois on voit encore une fois un ralentissement qui se poursuit, une contraction dans l'industrie, dans la manufacture, et un ralentissement de la croissance des services. C'est pas bon tout ça. D'ailleurs, on voit bien que les marchés actions européens décrochent. Quelles sont les causes de faiblesse de l'économie européenne? C'est pas le revenu des ménages. Le revenu des ménages est assez bien bon partout. Salaire réel qui progresse, emploi qui progresse. Donc on a essentiellement comme cause un choc commerce mondial. Et à nouveau, je ne vous refais pas les calculs, mais on peut en expliquer plus de 80% par le fait que les importations de la Chine maintenant diminuent. C'est comme les importations de la Chine sont à -2 sur un an en volume aujourd'hui. Il y a un an, elles étaient à +12.
Hein, donc vous perdez 14 points de quelque chose qui fait 12% du commerce mondial. Ça explique la quasi-totalité du ralentissement du commerce mondial, qui est à 2 hein, et qui était à 4 il y a un an et demi. Donc on perd 2 points de commerce mondial. C'est un gros choc. Hein, pour, Mais à quel moment ça arrête de ralentir et on peut estimer une stabilisation? On ne voit aucun indicateur avancé qui nous dit, voilà, aujourd'hui le commerce mondial se stabilise. Le commerce mondial, il a l'air de continuer à ralentir. Alors les indicateurs qu'on a sont en valeur. Enfin en valeur, il a l'air de se stabiliser. Et c'est de la valeur. Hein. En volume, on n'a que le deuxième trimestre. Donc, il continue à diminuer. En valeur, il semblerait que ça commence à peu près à se stabiliser. Et à quel moment on touche le fond de la piscine? Honnêtement, je pense qu'on y est. Parce que, à nouveau, les importations de la Chine diminuent et elles sont plates. Hein. Elles sont à -2, mais maintenant, elles sont régulièrement à -2. Voilà, donc on a ça. Quand vous perdez 2 points d'export, les exports, c'est 28% du PIB en Europe. Hein. Vous perdez 2 points de 28% du PIB, c'est beaucoup, quoi, même s'il y a des facteurs compensateurs. Bon, voilà, on a ça. Et puis ensuite, on a des crises spécifiques sur certains secteurs industriels. Il y a la crise de l'automobile, qui est une crise à nouveau, de saturation, de changement de modèle. Est-ce que vous achetez une voiture diesel aujourd'hui en vous disant que vous ne pourrez pas la revendre, quoi, ou que vous ne pourrez pas rentrer dans les villes avec changement de modèle qui n'est pas abouti, puisqu'en même temps, on achète très peu de voitures électriques, hein, c'est 2% des ventes, donc il n'y a pas de substitution. Il y a une crise de la chimie, parce que certains bouts du plastique sont quand même menacés aussi. Et puis bien sûr, il y a la grande crise mondiale de l'équipement industriel. La production de biens d'équipements industriels en Allemagne, elle baisse de 6% par an, et c'est lié au fait que le marché mondial de l'équipement industriel est en contraction, parce que mondialement, l'industrie croît moins. Quand vous regardez le monde, la production industrielle du monde, elle est quasiment plate, quoi. Hein. La croissance du monde, ce ne sont que les services. Le monde devient une économie de services à une très très grande vitesse. Dans une économie de services, il y a moins d'investissement. Et c'est angoissant? Non, pas du tout. Enfin, d'abord, on émet moins de CO2 dans une économie de services. Ensuite, il y a moins d'investissement. Donc, si vous fabriquez des biens d'équipement industriel comme l'Allemagne, vous êtes quand même un peu en difficulté. Ensuite, on utilise moins de matières premières. Donc, effectivement, les producteurs de matières premières peuvent être mis aussi en difficulté. Et puis, qu'est-ce qui nous dit que c'est pas conjoncturel? Et puis les salaires sont plus bas dans les services que dans l'industrie, ce qui est aussi... Non, je ne pense pas. Je pense qu'à nouveau, les besoins industriels sont saturés dans beaucoup de pays. Et donc, on va vers une économie, vieillissement, hausse du niveau de vie, saturation des besoins. Je pense que c'est un phénomène majeur et ça explique une partie de ce qu'on voit sur les taux d'intérêt. Parce que si vous avez besoin de moins investir et que vous avez toujours autant d'épargne, bien sûr, à l'équilibre, les taux d'intérêt vont baisser. Donc je pense que ce mouvement du monde vers une économie, et la Chine, c'est spectaculaire, mais c'est vrai dans plein de pays, ce mouvement du monde vers une économie industrielle est un mouvement qui est extrêmement important. On est parti, Patrick, sur une décennie de taux bas et taux négatifs. Probablement. Enfin, il y a plusieurs explications. Hein. Il y a une explication structurelle qui est celle-là, c'est qu'on a trop d'épargne, qu'on a moins besoin d'investir qu'avant. D'où l'idée que les États, peut-être eux, pourraient faire des investissements intelligents de niveau plus élevé, qui est une bonne idée. Et puis, il y a un autre facteur qui est les marchés du travail, où on a tué l'inflation, parce qu'on a tué les hausses de salaire et le pouvoir de négociation des salariés et des syndicats. Ça, c'est réversible. Imaginez qu'Elizabeth Warren gagne des élections présidentielles aux États-Unis, elle veut doubler le salaire minimum, évidemment, vous auriez de l'inflation qui reviendrait aux États-Unis. Et là, ça change toute l'équation. Et là, ça change beaucoup de choses, parce qu'on sort du monde de taux d'intérêt très bas. Puisqu'on parle des taux bas, juste, je ne sais pas si vous avez vu l'interview d'Alain Minc dans Les Échos, qui dit en gros que la BCE, elle fasse de l'hélicoptère-monnaie, qu'elle mette 1 000 € sur le compte en banque de tous les citoyens européens, ça coûterait 300 milliards d'euros, ça serait plus efficace que les 2600 milliards qui ont été achetés, que les 20 milliards de QE qui sont réactivés, 20 milliards tous les mois. Ça sera le seul moyen d'action lors de la prochaine crise, où c'est totalement... Parce que beaucoup d'économistes sont vent debout contre cette idée totalement folle que la BCE mette directement des sous sur le compte des gens plutôt que cet argent serve à acheter des actifs financiers. Non, mais d'abord, cet argent, il sert à acheter des actifs financiers, ça dépend ce qu'on fait avec les finances. Faut arrêter cette clownerie absolument incroyable de l'hélicoptère-monnaie, quoi. Si le gouvernement, supposons que la BCE rouvre le quantitative easing, et un gouvernement décide de faire une prestation sociale pour les citoyens, un bout de revenu universel, ou en France augmenter la prime d'activité. Il émet des obligations. Et ces obligations sont achetées par la BCE qui paye en créant de la monnaie. Donc c'est une forme d'hélicoptère-monnaie. C'est exactement de l'hélicoptère-monnaie. Simplement, c'est de l'hélicoptère-monnaie où la responsabilité de faire un transfert aux citoyens est la responsabilité du Parlement au travers du budget.
La BCE n'a pas à avoir la responsabilité de faire des transferts publics aux citoyens. Parce qu'elle n'est pas élue. C'est quoi? On est dans une dictature, quoi. C'est la BCE qui fait la politique budgétaire, qui décide de donner 1 000 euros à tous les Européens. C'est les parlements. Donc, mais si les parlements ne le font pas, alors si les parlements ne le font pas, les parlements ne le font pas. Et c'est un problème de politique budgétaire. Vous ne pouvez pas forcer les Allemands à faire du déficit public. La BCE n'a aucune légitimité pour forcer les Allemands à faire des déficits publics. Mais ce serait bon pour l'économie, au-delà de la question institutionnelle, non, mais d'abord, politique. En plus, je reviens à mon point d'avant que nous évoquions au début. Quand les taux d'intérêt sont de zéro, ça ne vous donne pas la possibilité de faire n'importe quoi avec la dette. Ça vous donne la possibilité de faire des investissements dont l'horizon est très long. Puisque si les taux d'intérêt sont de zéro, vous pondérez le futur autant que le présent. Donc vous pouvez faire des investissements d'horizon très long, et c'est ça qu'il faut faire. Ça ne vous donne pas la possibilité de distribuer du revenu à tout le monde. Il faut rembourser le capital de la dette. Et donc cette histoire d'hélicoptère-monnaie, c'est très irritant, parce que d'abord, il y a un énorme... Techniquement, les gens qui parlent de ça ne comprennent pas que c'est la même chose que le quantitative easing, donc on l'a déjà fait. Et deuxièmement, les gens qui parlent de ça ne comprennent pas. En disant qu'on n'a pas mis l'argent au bon endroit aussi. Hein. Oui, mais c'est la responsabilité des parlements. Monsieur Draghi ne va pas se substituer aux parlements nationaux pour décider de la nature des dépenses publiques que nous devons faire dans les pays. Si les parlements nationaux élus décident de ne pas faire un certain nombre de dépenses, ce n'est pas à la BCE de décider qu'il faut les faire quand même. Et on est quand même dans une démocratie parlementaire. Donc on n'est pas, dans une dictature du Conseil de la BCE. Il nous reste même pas 2 minutes, Patrick. Juste, il y a eu cette 4e opération de financement. On parle de la Fed, on retourne aux États-Unis. Financement d'urgence de la Fed pour calmer un peu le marché monétaire américain. Oui. Cette crise de liquidité, encore une fois, on manque de temps, pardon, mais est-ce que ça peut dégénérer? Est-ce que tout ça est maîtrisé? On parle de 300 milliards de dollars d'investis par la Fed en 4 jours. Les marchés, pour l'instant, ne bronchent pas. Ça a continué, je crois, jusqu'à début octobre. Pourquoi les banques américaines ne se prêtent plus? Elles ont 1 200 milliards de dollars d'excédent. 1 400 même de réserves. Voilà. Ouais. Pourquoi? Encore une fois, ça nous rappelle un peu l'ère glaciaire des faux postes Lehman Brothers. Qu'est-ce qui se passe là? C'est un non-sujet ou est-ce qu'on n'est pas en train de... Personne n'a d'inquiétude. Personne n'a d'inquiétude quand même sur la solvabilité des banques américaines qui ont un niveau de profitabilité qu'elles n'ont jamais eu dans le passé. Donc je crois que ça peut pas être... L'explication n'est pas... Pourquoi elles ne se prêtent pas entre elles? Parce que certains disent, ouais, mais il y a peut-être une banque ou un établissement financier qui pourrait faire défaut. Et là, pour le coup, ça nous renvoie 10 ans. Honnêtement, je ne suis pas sûr que qui que ce soit a la vraie explication. Parce que moi, j'ai lu tous les textes de la Réserve fédérale qui ne sont pas tellement explicatifs. Il y a 2 choses qui sont vraies. Hein, c'est que, rappelez-vous que ça arrivait tout le temps dans le passé. Et c'est le cumul en général de 3 choses. 1, le besoin de constitution de réserves obligatoires par les banques. 2, le fait que les Américains, ou d'autres d'ailleurs, parce que ça arrivait en Europe, payent leurs impôts. Et donc, ils versent de l'argent au Trésor des États-Unis qui est tiré de leur compte bancaire. Et 3, que les déficits publics sont élevés. Donc, il y a plein de gens qui achètent des obligations du Trésor des États-Unis. Là, on coche toutes les cases. Voilà. Et on a tout en même temps, apparemment. On a les impôts. Et alors, quand vous regardez les détails, ce qui est acheté, ce n'est pas tellement les obligations du Trésor, c'est les obligations qui s'appellent les agences. Enfin, c'est le secteur public autre que le Trésor. Pourquoi il y a un assèchement de la liquidité? Et donc, on a une très grosse augmentation, apparemment, de la détention d'obligations. Donc, si vous êtes, vous, un Américain qui achetait des obligations, vous dites à votre banque de payer le Trésor, donc la banque doit verser de la liquidité au Trésor. Et voilà. Donc, je pense qu'on est plutôt dans le cumul de choses un peu accidentelles. Donc, pas d'inquiétude. Mais ça veut dire quand même que ceci se produisait tout le temps avant. Ça fait 10 ans que ça ne se produit pas. En France, on parlait tout le temps de la fin de la période de constitution des réserves, où à chaque fois, il se passait la même chose. Il n'y avait pas assez de liquidités et la Banque de France était obligée d'en mettre, que les banques avaient besoin de constituer leurs réserves, donc elles essayaient de s'emprunter. Donc ça arrivait tous les mois, pratiquement, ce genre de truc. Hein. Donc c'est pas nouveau. Ça avait disparu parce que les banques avaient une montagne de liquidités excédentaires. Ça veut dire qu'il y a 1 400 milliards de dollars de réserves à la Réserve fédérale. Le système bancaire américain est normalisé, je dirais, en termes de liquidité. Il n'y a plus de réserves. Donc c'est un non-sujet. Il n'y a plus trop de réserves. Donc il n'y a pas de sujet. Il y a un petit sujet au sens où ça peut pousser la Réserve fédérale à réouvrir le quantitative easing pour sortir de ce problème, pour remettre une petite couche de liquidité en plus dans les banques. Voilà, merci donc Patrick Artus qui était l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci David.